Beauté, Jambo, Amos, à vous tous, Mozanza nous voit. J'espère que vous allez bien, vous êtes tous heureux et heureuses de me suivre à nouveau pour cette podcast channel Venenzona Zanitière. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire la suite, nous allons du moins commencer à lire l'introduction. On va pas le lire en entier, on va lire des parties qui sont un peu intéressantes de cette introduction avant d'attaquer le cœur du sujet du livre de Michael Bradley, The Heisman Inheritance, Prehistoric Sources of Western Man, Racism, Sexism and Aggression. Donc nous allons lire l'introduction qui a été écrite par John Henry Clarke, qui est né en 1915 et qui est mort en 1998. Et ensuite nous allons concrètement lire effectivement les théories des deux, mais plus proprement dit celle de Michael Bradley au travers du cœur du sujet. Michael Bradley, je le répète pour ceux qui n'avaient pas vu la précédente séance, il est né en 1944 et il est mort en 2017. Donc, ce livre a d'abord eu une première parution en 1978. C'était un peu problématique. Alors, il y a eu une republication qui a été faite en 1990 et là, il inclut donc les travaux de John Henry Clarke. La première version, c'est celle que vous voyez là, avec un homme qui allait d'être un type poilu, avec un nez, un nez gros, voilà, des gros. Bref. Et donc, ce monsieur, du moins, il est lié à cette loupe. Pourquoi? Parce que c'est dans cette loupe, donc, ça veut dire au travers du génétisme de cet homme locoderme poilu, que effectivement, on met la glace pour dire qu'il sort de la glace, mais vous comprenez, je commence à douter de cette théorie. On voit un enfant, ça veut dire que ça commence tout jeune. On voit une sorte de personne adulte un peu bizarroïde, je dirais à ma droite. Bon, ouais, ma droite, voilà, avec des pieds, etc. On dirait que c'est quelque chose ou quelque chose, une forme bizarroïde, un peu obscure. On regarde un peu tout en haut, on sort un peu de la loupe. On voit une sorte de croix, donc on voit un peu ce que ce peuple néandertalien a apporté. Et donc, on voit des gens qui bagarrent en bas, on dirait une période assez antique, spartiate, historique, bizarre, parce que même les guerriers spartiates, il paraît qu'ils n'ont pas proprement dit existé, comme les Amazones, qui n'ont proprement pas existé, mais d'après les théories imaginaires, elles ont existé, elles étaient potentiellement des lesbiennes. Bref, je parle des Amazones, je parle pas des Minous du Dahomey, où il y a encore un autre mot, parce qu'il y a un autre mot pour dire les guerrières du Dahomey. Comprenez que donc on n'a pas le même vocabulaire que eux, c'est juste pour rappel. Et donc à ma gauche, et on est à la même gauche, il y a une femme locoderme avec les cheveux roux, nue, dans une ambiance froide. Et effectivement, derrière, avec tout le décor que l'on connaît aujourd'hui des terres européennes. Donc, une manière de dire que la correspondance de l'être qu'on appelle génétiquement aujourd'hui le caucasien, qui veut se détacher, parce qu'il veut se détacher du néandertal, qui est son ancêtre réel, donc qui est lui, parce qu'on ne peut pas se détacher de soi-même, donc qui est lui, commence depuis la tendre enfance génétique, donc commence depuis qu'il est tout petit, tout bébé dans l'embryon de la maman, donc commence depuis le gène, commence depuis l'ADN. Je vous ai fait une séance qui expliquait ce que c'est que l'ADN. Donc, on voit que ça commence depuis tout enfant et effectivement, il se nourrit au fur et à mesure. On voit ce que cet enfant devient, un enfant avec un esprit un peu littéralement tordu, qui crée des fantaisies imaginaires, dont il a créé les religions pour entourlouper les esprits de la terre. Il aime la guerre, c'est-à-dire il aime entourlouper, c'est un manipulateur. Il aime la guerre, il aime la violence, donc c'est un esprit belliqueux qui à chaque fois créera des problèmes. Il se sent haut, donc on voit un piédestal sur lequel est l'enfant, donc ça veut dire que c'est un être, un néandertal, aime se mettre tout en haut. Il aime les femmes. On voit qu'il y a la femme locoderme, oui, qui peut aussi représenter la maman, mais ici la femme locoderme ne représente pas la maman, puisqu'on dirait que comme la loupe est liée à l'homme néandertalien bizarre, qui au fond, ça veut dire que c'est plus l'origine qu'ils aiment dire. Je vais utiliser le mot patriarcal, c'est-à-dire que le fondement est hominisé, masculin. On va utiliser le mot mâle. Comprenez? Le mâle, ça renvoie à l'animal. Donc, voilà. Et donc, la femme est un objet dénudé
qui est à genoux. Elle est à genoux, elle n'est pas sur le même piédestal, donc elle est à genoux et elle est dans la vision de la soumission. Donc c'est comme ça un peu que leur vie est, j'ai envie de dire. On ne va pas changer la nature génétique de quelqu'un, même s'ils essaient de faire le genetic engineering, ça ne change pas le fond de l'âme dans l'ADN. Donc, The Most Provocative Book You Will Ever Read. Donc, ça, c'était en 1978. C'était un livre, s'il a été republié, ça dit il était un peu compliqué. Comme il a dit lui-même, il n'a pas pu davantage écrire parce qu'il y avait un nombre de pages restreint. Et pour dire vrai, ce type de livre n'est pas beaucoup supporté dans la mesure où les maisons de publication, bon, oui, elles vont plus ou moins accepter de faire publier ce livre, mais avec certaines conditions. Donc, effectivement, Michael Bradley devait aussi obéir à ces conditions. Et comme c'est écrit en bas, il dit Author of the Chronos Complex, introduced by Imre Nemeth et Dr. Judith Posner. Donc, la version de 1990 n'a pas été des plus calmes. La première page de couverture était un peu plus dérangeante que la première page de couverture de 1978, qui était, je dirais, assez enfantin et assez cool, malgré quelques aspects qu'on remarque effectivement au travers de cette loupe. On rappelle que donc ça c'est la première de couverture de 1990, donc celle que vous voyez jusqu'à aujourd'hui, si vous arrivez encore à retrouver ce livre. J'avais déjà expliqué, on voit une main en pleine action sanguinaire qui tue et qui tue sans relâche, qui frappe à chaque instant, qui frappe de façon violente. Et donc ça nous prouve la violence de ce peuple, la vision violente, démoniaque et insécure du Coderme. Donc nous allons commencer tout de suite effectivement la lecture. Et je vous demande de liker, de partager la podcast channel. Je vous remercie. Donc, nous allons commencer la séance. Et pour les nouveaux, les nouvelles, je vous invite à revoir la précédente séance. Voyez la précédente séance avant de venir voir cette séance. Parce que si vous sautez la précédente séance, vous venez juste voir cette séance, après vous avez posé des questions extraordinaires, bizarroïdes, etc. C'est un peu dommage. Donc, je vais d'abord lire en anglais, après je vais lire en français, comme d'habitude. Allons-y. In his book, The Heisman Inheritance, the Canadian writer Michael Bradley has made the most glaring admission about the Europeans' attempt to dominate the world through racism. There are a large number of books in this subject, but the writers tend to hedge on the subject by inferring that in spite of the atrocities and the racism brought to this world by the Caucasian race, they have given the world some order, some technology and arts and literature of lasting benefit. What the authors of these books do not take into consideration is that in spite of the contributions that benefit the world, Europeans, in their attempt at world domination, create a disastrous climate for the world's people. Il dit dans ce livre qu'on appelle l'héritage de l'homme des glaces, que je dirais maintenant l'héritage des Yamnaya ou des Néandertaliens, l'écrivain canadien Michael Bradley a fait la plus grande, du moins il a fait une admission d'une grande observation à propos de l'Européen, du moins de la domination européenne, qui s'est fait tellement dit au travers du racisme, du moins la négrophobie. Mais là, il va dans la vision globale, parce que il va parler des Asiatiques, donc des hybridés caucasiens, qui eux aussi ont pratiqué la même chose que leurs frères européens, donc de l'Asie de l'Ouest, mais pour une certaine raison, parce qu'on est quand même, là on parle d'un Américain, un Afro-Américain, qui est John Henry Clark. Et John Henry Clark, lui, comme beaucoup d'Afro-Américains, il ne voit que les Européens, donc les Caucasiens. Alors que, du moins, les Caucasiens européens, donc les Européanus. Et c'est pour ça qu'ils sont bloqués dans cette vision qu'il n'y a que eux. Or, l'histoire de l'Asie orientale est aussi désastreuse, catastrophique, sanglante et meurtrière. Mais comme nous, ici, nous étudions ce texte, nous allons rester dans le texte. Donc, c'est juste pour situer la chose, parce que certes, il épargne les hybridés caucasiens, les Arabes qui sont des métis haineux et rageux, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont haineux et rageux. Je vais vous expliquer un peu plus en relisant The Black Civilization, du moins sa destruction de la civilisation du peuple mélanoderne de Chancellor Williams. On continue la lecture. Donc il dit, il y a un nombre de livres qui ont pris ce sujet, mais effectivement, les écrivains ont tendance à se cacher sur le sujet en déduisant
qu'en dépit des atrocités du racisme, du moins la négrophobie, on va dire, la haine des autres, apportée à ce monde par la race caucasienne. Bon, pourquoi là je peux quand même appuyer le mot la race caucasienne? Parce qu'effectivement, comme le locoderme a créé le mot race, donc le néandertal, qui est en fait un animal, du moins, il est différent. C'est pour ça que moi, je voudrais plus différencier. Si je parle des autres espèces, les lions, les vaches, etc., je dirais plutôt que ce sont des nétéros. Donc, je vais plutôt dire que ce sont des nétéros et je ne vais pas utiliser le mot animal pour eux. Je pense que je vais changer le vocabulaire concernant ce qu'on appelle vulgairement les animaux. Et peut-être que pour le locoderme, je vais utiliser le mot animal puisque le mot race a été proprement créé pour une classification animalière parce que le locoderme, dans la définition de l'humanité renvoie à une sorte de race qui est liée à les homonoïdés et notamment liée à ce qu'il appelle la famille des grands singes, notamment avec la connerie de Darwin, mais c'était bien avant Darwin. Donc pour vous dire que cette histoire du mot humanité, créée par la vision locodermique type caucasienne Europeanus, est effectivement liée à cette vision animalière. Et donc moi, je n'aime pas le mot humanité de la vision locodermique et c'est pour ça que je ne l'emploie pas en fait. Je préfère le mot kamito, comme j'ai dit, je le préfère. Je préfère que les gens s'appellent je suis une DMBD, je suis Betty, etc. Parce que chaque mot, même Bamileke, ça signifie que vous êtes une personne, vous êtes un être vivant, etc. Donc, moi, je préfère cela que de m'appeler humain. Et je vous ai dit, il n'y a pas que les humains sur cette planète Terre. Donc, le mot humain est limité parce que cette planète a énormément de phénomènes qui ne peuvent être que désignés par une seule espèce, qui est une espèce liée à la sauvagerie qui s'appelle l'animal. Donc, je vous renverrai encore civilisation barbarisme. Bref, juste pour vous dire qu'il faut faire attention à ces mots. Bon, effectivement, c'est vrai que John Henry Clarke est un Afro-Américain. Il est vrai que, bon, il a quand même une vision avec un vocabulaire particulier. Donc, c'est un peu problématique. Je vais souvent essayer de corriger ces termes. Je ne suis pas un prof de linguistique, etc. Mais bon, voilà. Mais il a raison de dire de la race caucasienne parce qu'effectivement, là, on est d'accord, c'est une race. Parce que c'est eux qui ont créé ce mot, dont eux-mêmes, ils sont dedans. Donc, tout va de pair. Donc, ce qu'il essaie quand même de dire au départ, c'est que la société locodermique ne peut que se voir à travers la haine des autres peuples. C'est tout. C'est comme ça qu'ils ont créé leur auteur et leur histoire. Leur histoire et leur auteur a été créée qu'au travers de cette supériorité imaginaire. Et donc, cette supériorité imaginaire cache un phénomène encore bien plus vicieux au fond. On continue la traduction. Donc il dit, ils ont donné au monde un certain ordre, donc ce qu'il appelle vulgairement le nouvel ordre mondial. Il veut dire, on n'est pas dans un monde. Quand il parle de mondial, moi je vais vous traduire, moi ce que je comprends par nouvel ordre mondial, parce qu'on est sur la planète Terre, là. On n'est pas dans le monde. Le monde, c'est qu'on va devoir compter l'univers. Et là, on est sur la planète Terre. Donc, le monde également peut être ce qu'on peut lier à l'univers, mais le monde aussi peut être un univers imaginaire. Je m'explique. Donc, on vit sur la Terre. Mais sur la Terre, il y a des gens qui ont créé leur monde, leur univers. Donc, quand on parle de nouvel ordre, effectivement, on parle de la vision imaginaire d'un autre peuple qu'il essaie de projeter sur les autres. Donc, en créant une hypnose totale, le Sharingan. Effectivement, pour ceux qui ont vu beaucoup Naruto, mais c'est pas juste une histoire de Naruto, mais bref, vous comprenez le Sharingan kaléidoscopique. Donc, ou l'hypnose totale. Donc, il dit un certain ordre, une technologie, des arts et des lettres d'un bénéfice durable. Ce que les auteurs de ces livres ne prennent pas en considération, dans les auteurs de ces livres de auteurs, entre guillemets, des locodermes, je dis auteur, donc c'est-à-dire le fait qu'ils essaient de se voir au-dessus, c'est qu'en dépit des contributions dont bénéficie le monde, entre guillemets, les Européens, dans leur tentative de domination mondiale, ont créé un climat désastreux pour les peuples de la Terre et non du monde, John Henry Clarke. Bon, donc du coup, il essaie d'expliquer ici que, oui, la société occidentale essaie de nous dire que fait la haine des autres,
Mais en contrepartie, on a quand même apporté ce qu'ils appellent vulgairement la civilisation. Donc, ce qu'ils appellent les arts, etc. On allait découvrir qu'au fur et à mesure, ils n'ont rien apporté et ils n'ont rien créé de nouveau qu'ils ne créent de nouveau, donc qu'ils ne créent pas. Mais la seule chose que je peux dire réellement que le Locodem a créé, c'est la bêtise. Parce que pour maintenir un peuple dans une hypnose imaginaire, il faut avoir rendu ces gens bêtes. Et comment est-ce qu'il a rendu ces gens bêtes? Effectivement, par la violence, les tortures, les vols, les viols, les kidnappings, le travail forcé et la bêtisation, les travails en coalition, parce qu'ils ont dû se mettre en coalition pour détruire les mélanodermes. L'enragement de la race locodermique donc, du néandertalien a été tel que l'hypnose s'est faite. Et en prenant en main les médias, ils ont permis à l'hypnose de se faire. Et effectivement, il faut comprendre que le locoderme est rattaché, on va préciser l'Europeanus caucasoïde de néandertalien, il se rattache beaucoup à la civilisation grecque. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est leur seul apogée, c'est leur seul lien qui les montre qu'ils ont été quelque chose. Et je vous ai dit en lisant Civilisation barbaris que si le locoderme ne s'accroche qu'à la Grèce, c'est parce que c'est les seuls qui, malheureusement, bon, même si ils ont écrit des conneries, c'est vrai, ils ont écrit des conneries, ils ont été ceux qui sont partis effectivement sur Kemet, donc on va dire cette partie de Kama-Kachupa, et effectivement, ils ont pris quelques bribes qui ne sont pas très bonnes, effectivement, des connaissances, ils les ont rapportées, ils ont créé ce qu'ils ont pu, mais il faut comprendre que, comme j'ai dit avant, les premiers habitants de l'Europe n'étaient donc pas les locodermes. Je vous renvoie ce livre de Karel Motunde. J'espère que vous avez déjà quand même tous acheté les livres, et donc c'est important que je revienne sur ces aspects, parce que c'est ça qui va faire en sorte que on sorte des embrouilles spirituelles et imaginaires du locoderme. Parce que lorsque nos ancêtres avaient pris le chemin de Gibraltar, et effectivement, bon, pour d'autres, ils ont pris la route de l'Indus, comme je vous l'ai dit, en passant par l'actuelle Palestine, ils sont arrivés sur la partie orientale asiatique. Donc, le locoderme n'a rien créé en ce qui concerne l'art et la culture. Je vous l'ai déjà dit, ils se sont appropriés ces technologies, ces cultures, ces sciences, et ils les ont juste, du moins, tourné à leur source du mieux qu'ils le pouvaient. Pourquoi je dis du mieux qu'ils le pouvaient ou qu'ils le peuvent? Parce qu'aujourd'hui, on voit la limite de leur science. Donc, on va quand même vous rappeler les habitants qui existaient là avant l'arrivée de ces gens. Parce que les gens pensent que tout ce qu'ils voient aujourd'hui de ce qu'on appelle l'Europe, du moins, on va dire la partie occidentale de l'Asie, ils pensent que effectivement c'est extraordinaire. Mais je vais même aller loin, je vais dire jusqu'à la partie orientale. Donc, nous avons eu à une certaine période le Sangirman, qui vient proprement dit de ce qu'on appelle l'actuelle Russie. Le Pekingman, bon, on ne sait pas trop pourquoi on l'appelle Pekingman, qui vient de l'actuelle Asie, du moins l'Asie orientale qu'on appelle Asie. Il y a le Cheddarman. Bon, c'est pas un bon nom, c'est à propos d'un cheddar, vous comprenez, bon, voilà, en Angleterre, en Britannia. Il y a le Grimaldi-man, l'homme de Grimaldi en Italie. On a le Romagnan-man, donc de ce que vous connaissez de l'actuelle Roumanie. Et il y a le Lucia-man, de ce qu'on appelle aujourd'hui malheureusement les Amériques. On reviendra avec Before Columbus de Fontfer Septima pour effectivement vous dévoiler le véritable nom, du moins s'il y avait un nom global, des Amériques. On est face à un peuple qui dit qu'ils ont apporté le savoir, entre guillemets, qu'ils ont apporté les connaissances que nous connaissons, entre guillemets. Mais effectivement, comme vous avez peut-être suivi un peu les paroles de Cheikh Anta Diop et aussi vous avez lu, donc les mélanodermes qui étaient donc partis sur les terres européennes et asiatiques étaient partis avec un savoir. Oui, parce qu'il fallait savoir naviguer, il fallait connaître bien la géographie, les vents, le climat, bref, et beaucoup de connaissances pour commencer quand même à construire des habitations en pierre. Il fallait avoir la connaissance de la pierre, les connaissances mathématiques, les calculs, etc. Et le mélanoderme l'avait déjà. Il l'avait déjà bien avant. C'est vrai que, bon, moi je doute des chronologies, effectivement, bien que Cheikh Anta Diop
on nous a dit que la naissance de ce qu'on appelle l'Homo erectus et sapiens, c'est il y a environ 150 000 ans. Bon, moi un peu, je doute de ces datations en fait, et je pense que c'est au-delà. Il nous renseigne dans ce chapitre 1, qu'on appelle à la page 11, moi j'ai la version britannique des civilisations barbaries, où il dit que la première apparition effectivement de l'être vivant, nous n'avons pas une datation claire. Moi je pense que ça dépasse plus de 1 million ou plus de 3 ou 10 millions d'années. Dans l'apparition du premier être de la Terre, j'ai envie de dire, vient de ce qu'il appelle à l'est de l'Afrique, à la région des Grands Lacs, à l'Omo Valley. Et donc pour lui, il affirme qu'il y avait donc deux ramifications qui ne sont pas effectivement bien emphasées jusqu'à maintenant, en fait, sur la lumière de ses recherches. Bien que l'Ocoderme essaye au travers des articles, comme je vous dis, de regarder l'actualité, de dire que, bon, en fait, la première vie, ils ont d'abord dit que c'était Lucie en Éthiopie. Après, ils ont dit que non, ça se trouvait peut-être en fait en Asie, en Europe, etc. Parce que là, maintenant, ils essayent de changer l'histoire. Parce que c'est plus fort que eux. Ils savent qu'ils ne sont pas nombreux sur la Terre. Il faut vite changer l'histoire. Il faut remonter le moral, etc. Même si ça ne sert plus à grand-chose, mais ils vont continuer à le faire. Parce que, je vous ai dit, c'est un lobby fort derrière. Et donc, il rappelle que ces êtres vivants, dont nos ancêtres, les mélanodermes, les Kamitou, ont donc emprunté effectivement la ligne droite de Gibraltar. Vous savez très bien que lorsque vous êtes à la pointe du Maroc, cardinalistiquement pointé nord, le Maroc se situe un peu plus à l'ouest de Kamakachopa, donc à la pointe Gibraltar, vous avez une vue, c'est-à-dire vous avez une vue directe de l'Espagne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes déjà en Espagne depuis le Maroc. Et c'est pour ça que l'Espagne fait de la frontière qui est bizarrement au Maroc, donc en Afrique, une frontière espagnole, alors qu'en fait, elle n'est pas en Espagne. Vous comprenez? Nos ancêtres qui vivaient déjà sur ces lieux-là, dont les mélanodermes, avaient déjà la vue sur ce qu'on appelle vulgairement l'Europe, puisque c'est nez à nez, sans face, en direct. Vous comprenez? Sans face, en direct. Et donc, nos ancêtres du côté nord-est, un peu plus en haut, au pic Égypte, vous tombez déjà nez à nez avec ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine qui est en train de disparaître pour des raisons qui les concernent, du moins pour les raisons qui les concernent au travers de leur guerre fratricide caucasienne, juifienne et arabique. Donc, il y a encore d'autres canaux. Il avait parlé de l'isthmus de Suez. Il y a ce lien direct avec la Sicile du sud de l'Italie. Ici, il faut comprendre que donc l'Europe, du moins le Caucasoïde européanus, n'a rien apporté de clair sur cette terre. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce aux matières premières qu'ils ont volées en Afrique et qu'ils ont épuisées de l'Europe, parce que l'Europe avant avait des matières premières, qu'ils ont épuisées parce que, vous connaissez, ils sont avides. C'est ça le comportement de l'Ixos. Ils ont épuisé les ressources du sol et du sous-sol européennes. Ils les ont abusées, violées, reviolées. Donc il n'y a plus rien. Ils sont partis faire la même chose sur Kamakachopa. Et donc pour dire que pour créer ce qu'ils appellent aujourd'hui l'innovation technologique, qui est en fait le forage technologique, ils ont engendré derrière des problèmes climatiques terribles, désastreux. Des arbres ont été abattus, des forêts entières ont été décimées, des eaux ont été polluées. On ne vous parle pas des essais des bombes nucléaires, qui ont été des dommages de ce qu'ils appellent écologiques, mais je dirais naturels. Et donc, ils viennent nous dire qu'ils ont apporté des savoirs. Depuis l'âge de bronze où ils sont nés, ils n'ont qu'apporté le malheur, la terreur et bien d'autres vices que nous connaissons. On va continuer la lecture. Caucasians in general have an inferiority complex above their world positions. If they were secure within their alleged superiority, they would not have to shout it to the world so often and so loudly. When a people feel corrupt to repeatedly announce their superiority to the world, it is suspected that behind all the pretense, they do not believe it, as much as they want other people to believe they do. In contrast, if the same people believe in the inferiority of the rest of the world, its people and its cultures, they will not spend so much time trying to prove their point. Inferior things normally fall into an inferior position.
and usually stayed there without any help from anybody. All the Europeans' laws, lies, manipulation, or religion have not kept most of the non-European world in the inferior position the European world have accented with. Donc on va traduire. Les Caucasiens en général ont un complexe d'infériorité. Ce n'est pas faux de le dire. Quant à leur position dans le monde, s'ils étaient sûrs de leur prétendue supériorité, ils n'auraient pas à le crier au monde souvent et si fort. Il est vrai que l'Européen veut toujours montrer qu'il est supérieur. Moi, je vous ai toujours dit, pourquoi un être qui est supérieur veut montrer sa supériorité à des êtres inférieurs? Pourquoi le locoderme veut montrer qu'il est aussi fort? Ne peut-il pas le montrer auprès de ceux qui sont forts comme lui? Pourquoi vient-il en Afrique pour montrer qu'ils sont forts? Ce n'est pas au travers des faibles qu'on montre sa force. Du moins, si l'on prétend être fort. Et si vous êtes déjà fort, pourquoi êtes-vous obligé de toujours montrer que vous êtes fort? Est-ce que derrière ne se cache-t-il pas quelque chose qui prouve en fait que derrière vous êtes si inférieur? Dans la séance que l'on avait faite sur Champollion le Jeune, vous avez vu cette statue, comme je vous l'avais dit, ou du moins qui a été fait par un sculpteur italien, qui représente Champollion assis sur la tête d'un roi d'Égypte. S'ils étaient donc effectivement à l'origine de ce peuple, de cette histoire, pourquoi mettent-ils leurs pieds, du moins pourquoi a-t-il fait cette représentation? Pourquoi n'est-il pas habillé en roi de Kemet? Pourquoi est-il habillé en tant qu'habillement de ce qu'on connaît de l'Européanus, du moins de cette époque-là? Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Et s'ils étaient effectivement à la hauteur de cette histoire, du moins c'est l'histoire de notre peuple, le peuple mélanoderme, ils n'auraient jamais fait une statuette qui se met sur la tête, donc qui écrase la tête, qui écrase la connaissance, parce que la connaissance vient de l'esprit, de la tête. Et donc ça veut dire que s'ils respectaient dans les traditions du peuple mélanoderme, ils savent que du moins, ils le savent et ils ne savaient peut-être pas aussi que dans la Mahat, il y a l'équilibre, il y a le respect. Et si on était dans le respect, on ne ferait pas ce type de représentation sculpturale. Ça veut dire qu'il n'y a aucune vision de respect, il n'y a aucune vision d'histoire. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la moralité de ce peuple. Puisque eux, ils ne sont pas la moralité. Ce sont des êtres nés dans la vision insécure, pleins de tumulte, de rage, de haine, de rancune, de mépris. Et de mépris continuel et perpétuel. Entre eux et contre les autres. Et surtout, la rage contre le Créateur. Donc, la supériorité cache l'infériorité. Ils ont toujours besoin de se montrer très très haut. De voir les gens de haut, de mépriser les gens. La seule force actuelle du locoderme, c'est oui qu'il ait rendu les gens bêtes, mais aussi beaucoup qu'il utilise cette prétendue colorimétrie qu'il appelle blanche, même si en réalité ils ne le sont pas. Mais cette colorimétrie et cette illusion créée au travers de leur physique et d'un comportement qui n'est pas réel, je vous renvoie à l'allégorie que j'avais faite sur ma séance. C'est vrai que c'était une très très longue séance. La séance que j'ai faite sur les schémas d'illusion, je vous ai fait l'allégorie de Berserk, pour ceux qui aiment bien le dessin Berserk. Berserk qui avait ce personnage Griffith. Je ne vais pas vous spoiler la série, mais bref, voilà. Donc il y avait Berserk. Dans Berserk, il y a Goethe. Goethe qui était un peu une sorte de représentation du mélanoderme. Fou sauvage dans l'allégorie imaginaire du locoderme. Je vais un peu loin dans une telle traduction, même si ce n'est pas vraiment le cas. Et on avait Casca. Casca, la métisse, mais qui va s'assimiler un peu plus à la mélanoderme. Et on a donc Griffith. Griffith, qui est le chevalier blanc du mythe européen, donc de la mystique européenne. La beauté de Griffith venait dans ce qu'il appelle, dans ce que les Européanus, les Néandertals appellent, le sauveur locoderme, du moins ce sauveur blanc, puisqu'ils ont dit qu'ils sont blancs. Un chevalier galant qui respecte effectivement les personnes de la terre,
qui respecte l'humanité, comme il dit, il est chevaleresque, il est patient, il écoute, il aime tout le monde, il est gentil avec l'univers. Du moins, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il prétend montrer. Effectivement, vu que ce n'est que ça qu'il montre, tout le monde va croire que c'est la réalité, et c'est en effet le cas. Tout le monde l'a pensé un long moment avec Griffith. Mais Griffith avait quelque chose dans sa tête. Les gens oubliaient que Griffith était quelqu'un. C'est un ADN, c'est une génétique particulière. Il avait déjà une vision de l'univers qui a été faite depuis qu'il est tout petit. Et c'est dans sa tête que la chose commence. Et dans sa tête, ça a commencé depuis qu'il est tout petit. C'est pour ça que dans la première représentation du livre de Michael Bradley, dans la loupe qu'on observe du Néandertalien, on voit que c'est une histoire qui commence depuis très jeune, depuis l'embryon. Donc depuis l'origine même de son ADN. Quand on dit que la négrophobie est génétique et qu'elle est dans l'ADN de tout le coderme, qu'il soit tout petit, qu'il soit même dans l'embryon, qu'il soit dans l'état de l'œuf et qu'il soit dans l'état adulte jusqu'à l'IA, c'est une vérité. Car le guide avait lui-même relevé de ses propres frères. Il a lui-même dit que le système de la consanguinité qui les a créés tous, bon, on ne va pas dire la consanguinité, mais le système qui a créé leur génétisme, est un système qui ressent du mépris général pour tout être de la Terre. Ceci va en degrés, je paraphrase, ceci va en degrés, donc du plus faible au plus haut, mais tout ça c'est en eux. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est au plus faible degré négrophobial ne peut pas atteindre le plus haut. Il suffit juste qu'un système, une situation se passe, un phénomène, un mécanisme qui enclenche le réveil de ce faible degré en haut degré. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas effectivement vous endormir, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Et il faut toujours être vigilant en fait. On le dit particulièrement pour les mélanodermes qui cherchent les gentils leucodermes ou qui veulent mettre les leucodermes dans le combat. Même Frantz Fanon a dit, on ne met pas les leucodermes dans les combats des mélanodermes. Donc c'est un peu cette allégorie, la supériorité. Et donc, si on revient quand même à Berserk, on voit cet élan-là de l'histoire. Griffith rallie tout le monde par rapport à son physique. Et c'est vrai. Quand on regarde, si on compare Guts, si vous le regardez Guts, et même si ce personnage était réellement réel, et Griffith réellement réel, vous aurez préféré qui, j'ai envie de dire? On va pas se mentir. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité selon l'illusion. Parce que comme nous sommes dans l'illusion du leucoderme, nous allons préférer qui? Aujourd'hui, nous allons préférer le Néandertal, sur la manière dont il se présente. Donc, nous allons préférer Griffith, parce qu'il se présente bien, il a de beaux cheveux longs, il est leucoderme, et il a les yeux bleus, etc. C'est un chevalier, il a de bonnes manières. Quand on regarde Goethe, le fou furieux, le renard fou, quand on le regarde, on n'a vraiment pas envie d'être l'ami de Goethe. On n'a pas envie de le connaître. Franchement, il fait peur. C'est comme le mélanoderme. Et c'est ça que Nelly Fuller disait, qu'on a créé le mélanoderme dans une caractéristique qui fait en sorte qu'il fait tellement peur. Donc, les arrangements des 3T, que je vais toujours rappeler dans presque mes séances, lorsqu'on reviendra sur de tels sujets. Taki. Mais là, on n'est pas dans la caractéristique du Taki. Mais il est vrai que, en rencontrant effectivement Griffith a tout fait pour que Guts soit proche de lui. Donc, on voit cette vision du leucoderme à vouloir obliger au mélanoderme de le regarder. Je ne dis pas que Guts est mélanoderme, mais c'est que comme il y a une colorimétrie foncée qui peut s'apparenter à la mélanodermie, donc c'est juste pour que vous voyez un peu l'histoire. Bon, c'est pas pour que vous dites que oh, Guts est noir, Guts n'est pas noir. Donc, c'est juste une allégorie. C'est pour vous faire illustrer un peu le game. Mais Casca, elle est métisse. Voilà. Donc, il fait tout pour maintenir son hypnose. Il fait tout pour que les gens continuent à l'aimer. Donc, il faisait tout pour que Guts comprenne qu'il n'y a que lui. Et s'il y a un truc, il n'y a que lui qui peut aller voir. Ce qui a marché pour un moment. Parce que la réalité, c'est que le mélanoderme aussi a sa manière de réfléchir, de penser. Donc, à long terme, une illusion ne peut pas continuer à long terme. Donc, il y a un moment de rupture. Et c'est aussi le moment de rupture là que Goethe devait atteindre. Parce que s'il restait avec eux,
n'allait jamais évoluer. C'est un peu le cas des Afro-Américains ou des Noirs, on va parler des Noirs américains. Les Noirs américains sont stagnés sur la vie du locodère. Donc ils sont stagnés, ils veulent vivre à la locodère. Donc ils n'évolueront pas parce que leur rêve, c'est d'être comme le maître. Et comme aujourd'hui, ils sont dans l'illusion des Juifs. Et aujourd'hui, ils se voient comme les Hébreux originels. Parce que le noir ne connaît pas tellement son histoire, qui commence à s'inventer une vision religionnaire primaire. Vous voyez à quel point l'entourloupe est terrible? Vous voyez à quel point l'entourloupe est terrible? Donc il oblige le codéen, les gens à être dans son illusion. Il oblige les gens à l'aimer, à le respecter. Et lorsque les gens se détachent maintenant de son illusion, il va devenir l'enragé, le violent, le barbare. Quand on regarde comment l'Occident est enragé, chaque fois que l'Afrique essaie un peu de sortir du rêve, alors c'est d'autant plus brutal qu'autre chose. Vous allez voir que le moment de rupture va réellement se faire. Et vous allez comprendre et vous allez voir, en fait, pour beaucoup qui ne voulaient pas voir, le comportement de l'enragé génétique et de l'insecure damage dont je parle souvent. Je pense que vous comprenez tous un peu ce que je suis en train de dire. Même si beaucoup ne vont pas aimer, j'ai envie de dire, je m'en contrebalance. Comprenez? Moi, je m'en contrebalance. C'est pour ça que je ne suis pas dans les histoires des prolétaires oligarques. Parce que les gens viendront dire, comme certains locodéens, ils viennent souvent m'écrire, ils écrivent dans le bac, vous ne pouvez pas le voir, des messages en mode très bizarre. Mais moi, je vous dis, je ne suis pas, je m'en fous des oligarques, je m'en fous des prolétaires. Parce qu'on n'est pas dans une histoire d'oligarques et de prolétaires. Donc, il dit, il n'aurait pas à le crier au monde si souvent et si fort. Lorsqu'un peuple se sent appelé à annoncer à plusieurs reprises sa supériorité au monde, on suppose que derrière toutes ces prétentions, il ne le croit pas, autant qu'il veut que les autres croient à l'infériorité du reste du monde. C'est-à-dire, le locodème ne croit pas proprement dit qu'il est supérieur, mais l'illusion a été faite de telle sorte que la machine fonctionne tout seul, comme l'avait dit François Fanon, et donc comme ça fonctionne tout seul, ça permet donc au locodème de se hisser très très haut. Il a fallu raconter des fables, comme lorsque les Grecs sont partis sur Kamakachopa, ils ont dit qu'ils ont vu des trucs, mais après, plus tard, ils ont créé le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès et d'autres théorèmes qu'ils ont mis leur nom, le théorème d'Archimède, etc. Donc, j'ai envie de dire, quand vous voyez ces phénomènes-là, vous ne pouvez que vous questionner réellement. Si toi, tu es parti sur Kamakachopa, prendre le savoir, comment est-il possible que tout d'un coup, tu dis que tu as créé un théorème qui n'est pas ton théorème et qui est encore un théorème pas totalement juste, puisque même Job l'avait dit, lorsque Pythagore est parti faire ses études sur Kemet, il n'avait pas proprement bien compris ce que les mélanodermes lui ont appris, et que ce qu'il a retenu du théorème, du moins ce qu'on connaît aujourd'hui en tant que théorème de Pythagore, c'est une sorte d'approximation du génie géométrical du mélanoderme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, personne ne connaît proprement dit comment a été créée la pyramide et d'autres structures effectivement géométricales et architecturales africaines. Parce qu'on n'a pas la même mathématique, on n'a pas le même fondement historique, on n'a pas le même fondement génétique. Donc je vous ai dit, c'est pour ça que je le dis, on n'est pas dans une société, on n'est pas unis et on n'est pas dans un monde de vivre ensemble. Et moi je vais le maintenir, on n'est pas dans le vivre ensemble. On est dans le bricolage social et on veut forcer les gens à vivre dans une société dont effectivement ils n'en ont strictement rien à voir et dont le savoir est encore plus supérieur que le fait de se rabaisser là. Donc 2000 ans d'entourloupe, 2000 ans, 3000 ans, on va dire pour certains cas, effectivement, d'entourloupe. Et le noir, veut-il rester dans cette entourloupe? Veut-il continuer à vivre dans une supériorité imaginaire tout en attendant effectivement des éléments des cieux qui ne viendront pas? Donc, le seul moyen pour le locodème de se voir supérieur, c'est donc ces imaginaires, ces allégories, ces schémas d'illusion, ces images, ces films, ces séries. Et ça fonctionne parce qu'à répétition,
effectivement fini par accepter. Comme lorsque les sauvageons sont venus apporter le christianisme sur Kamakachopa, même si effectivement les Éthiopiens vous disent qu'ils sont les premiers à avoir créé le christianisme, même si c'est faux, on va revenir, comme j'ai dit, on va revenir sur ces éléments-là, parce que même les Éthiopiens ne connaissent pas très bien le phénomène, ils sont même dans la troupe de l'esprit. Lorsqu'on vous fouette, on vous gifle, on vous fouette pendant 5-6 siècles pour que vous appreniez Jésus-Christ, c'est vrai qu'au final, bon, vous ne pouvez que l'apprendre. Lorsqu'on vous fouette, on vous gifle pendant des générations et des générations pour que vous aimez Allah, etc., vous allez le faire. Lorsqu'on vous fouette, on vous gifle pour que, bon, vous soyez des Hébreux, mais pas de vrais Hébreux, bah, il est sûr qu'au final, vous allez effectivement le faire, comme les Noirs américains qui disent qu'ils sont les Noirs Hébreux. Donc, vous allez le faire comme une certaine partie des Éthiopiens qui se disent les vrais Hébreux. Donc, voilà, au fur et à mesure qu'on vous violente, on vous gifle, on vous tabasse, vous finissez par accepter. Donc, vous avez le covirus que Amazama ne fait que le dire. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans la graine endoctrinale de la leucodermie. Et donc, quand on revient effectivement à ce que je disais sur Nelly Fuller, donc, le manoderme, donc, qui fait peur, est dans le côté du treaty lié à la terroristique. Donc, il fait peur. Et c'est pour ça que cette peur du manoderme avec lui-même le renforce sur le fait de toujours absorber la vision européenne. Donc, il dit que c'est en infériorisant les autres peuples que le leucoderme a créé sa force. Parce que il est obligé de raconter une histoire d'une puissance de lui-même qui n'est pas réelle, mais tout en expliquant pourquoi les autres sont au bas niveau. Donc, on vous renvoie à Genèse 10, effectivement, dans la Bible, l'Ancien Testament, avec l'histoire de Noé, une histoire imaginaire où un homme a eu 3 femmes. Bon, techniquement, l'histoire n'est pas claire. Parce que il a eu Shem, Sem, d'où vient le mot sémite, qui est un mot très récent du XVIIIe siècle. C'est un Allemand qui a créé le mot sémite, donc on reviendra sur ça. Shem, d'où vient le mot inspiré de Shamit ou Kamit. Et Jéphrat ou Jéphet. Donc, on stipule que Noé, et vous allez voir que l'histoire n'a aucun sens. Noé est quoi, proprement dit? Noir, leucoderme, qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Parce que c'est de sémite d'où vient le mot, c'est de Sem d'où vient le mot sémite, et d'où vient ce qu'on appelle les êtres dits aria, donc leucoderme, donc oukazoïdal, donc les néandertaliens, donc les yamnaya, donc les muzungu, bref, tous les noms que vous voulez. Donc, on voit sur la première allégorie que Noé doit être proprement dit un muzungu, un néandertalien, pour avoir un enfant néandertalien, Sem, le néandertalien. Donc, après, on voit que le même néandertalien a un enfant Shem. Donc, d'où vient le mot Shamit, Kamit. Comprenez un peu là où je veux vous amener. Il faut lire les livres de la Genèse. Après, bizarrement, il a un enfant qui est métis, Jéphat. Donc, moi, j'ai une question. Noé était quoi? Leucoderme, mélanoderme, qu'est-ce qu'il était? Donc, on vous raconte des conneries comme ça. Donc, toute la fable est déjà une connerie. Mais déjà, les enfants, l'histoire n'est pas claire. Et c'est avec ça qu'on entourloupe les esprits. C'est avec ça que le noir israélite va faire sa vie, en fait. Ça allait être logique si c'était soit un leucoderme qui a eu un enfant métis, et bon, le noir, il a adopté. Ouais, on ne sait pas pourquoi il a adopté, s'il a maudit. Donc, ça allait être encore logique si c'était un noir, mais après, bon, l'explication du sémite, c'est pas très clair, puisque même la vision sémitique est un peu métissée, je vais vous expliquer une autre fois. Et l'autre enfant, Jéphat, c'est encore un peu plus logique. C'est-à-dire, on peut comprendre que dans la première vision, il avait d'abord épousé une femme noire, donc il a eu un enfant noir, et après il a eu un enfant métis, parce qu'il a épousé une leucoderme. Mais là, il y a un problème, parce qu'il a eu un enfant leucoderme, un enfant noir et un enfant métis. L'histoire est un peu abracadabrante. Comme Omotunde disait, c'est véritablement au-delà du réel, et c'est au-delà du réel. C'est dommage. Donc, ils ne croient pas à leur histoire de supériorité, mais donc ils ont créé l'imaginaire pour que les gens se sentent inférieurs. Donc voilà. Et donc après, il dit, de ces peuples et de ces cultures, il ne part
ils ne passeraient pas autant de temps à essayer de prouver leur point de vue. Les choses inférieures tombent normalement dans une position inférieure et il reste général sans aucune aide de personne. Il a raison de le dire. Les choses inférieures tombent toujours dans les positions inférieures. Le locoderme est inférieur parce qu'il est insecure. Il a créé l'insecurity parce que c'est un insecure. L'insecure crée l'insecurity. Je vais toujours le dire. L'insecure crée l'insecurity. Il va maintenir l'insecurity parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de la mission de la Terre. Mais la Terre n'a aucune mission. C'est lui qui a inventé cette histoire des missions et comme les missionnaires, missionnaire. Donc, il a créé une mission imaginaire qui n'existe pas. Le créateur n'en a rien à faire du locoderme. Imana fait sa vie. Il continue son objectif de la création. Il n'en a strictement rien à battre. Rien à battre. C'est pour ça que il n'intervient pas. Parce que, à quoi bon? C'est un créateur. Au moment où je vous parle, des planètes explosent. Au moment où je vous parle, des phénomènes se passent hors de la planète Terre. Donc, il n'en a strictement rien à battre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Le locoderme a un problème avec lui-même. Et s'il a créé le désordre dans le septianisme, et comme je dis, même Seth n'est pas à ce niveau. Donc, le locoderme n'est même pas dans la vision de Seth. Il doit être un peu plus dans cette historique du renard pâle qui apporte le désordre. Parce que Seth, c'est un mal nécessaire. C'est-à-dire, c'est qu'à chaque chose, il y a une conséquence. L'échange équivalent est nécessaire. Il faut toujours qu'il y ait un phénomène conséquentiel qui arrive lorsqu'effectivement on fait quelque chose, c'est-à-dire quelque chose en bien ou en mal, il y a toujours un effet boomerang qui s'effectue. Le locoderme, lui, il est né principalement pour créer le désordre, le mal. Donc, techniquement, ce qui lui sera fait en retour sera égal à la proportion barbarique de sa sanguinarité génétique. Ce que je dis n'est pas méchant. Ce que je dis n'est pas méchant. Pour ceux qui vont croire que c'est méchant, ce que je dis, c'est de l'ordre de la réalité et des malheurs et du sang versé qu'on observe aujourd'hui. Donc, l'être inférieur promulgue l'infériorité sur la terre. Et c'est pour ça que tout va mal. Parce que l'infériorité, l'inférieur a créé le mal. Il a créé le mal parce qu'il est inférieur. Et donc, comme il est inférieur, il veut amener les gens plus bas. Le mauvais élève amène encore d'autres dans la bassesse. Et donc, c'est ça la réalité. Je remercie quand même John Henry Clarke pour sa clarté. Il a une position forte. C'est quelqu'un qui était bien dans sa tête, j'ai envie de dire. Il était droit dans ses bottes. S'il voit aujourd'hui ses frères noirs américains, il aura vraiment honte parce qu'il va se dire, mais on a travaillé pour des cons. Oui, c'est vrai. Donc, les choses inférieures, retenez-le, les choses inférieures tombent normalement dans une position inférieure. Et ils restent généralement sans aucune aide de personne. C'est là où est la place du locoderme. Comme il a créé le mal, il va y demeurer. Il va y demeurer et il continuera seul à y être. Inferior things normally fall into an inferior position and usually stay there without any help from anybody. Anybody. Tous ceux qui vont essayer de vouloir aider le locoderme vont finir comme le locoderme. Vous voyez bien avec tous les noirs qui ont voulu aider le locoderme, comment est-ce qu'ils finissent à la même lignée, à la même sauce. Voilà. Sédar Senghor, rien. Sa vie n'était qu'un rientisme ou Fouad Boigny. Regardez ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. En voulant s'aligner à la vision européenne, caucasienne. Toutes les lois, mensonges, manipulations ou religions européennes n'ont pas maintenu la majeure partie du monde non européen dans la position inférieure que le monde européen lui a assignée. C'est-à-dire, malgré les mensonges, les lois, parce que la locodermie a encore une garantie par rapport aux lois internationales, c'est la loi internationale, du moins c'est les lois internationales qui permettent aux locodermes d'asseoir une certaine imaginaire parce qu'ils ont élaboré des textes
pour leur propre avantage et faire en sorte que personne ne pourra contrecarrer ces avantages-là. Personne, du moins, c'est ce qu'ils croient, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils imaginent, c'est ce qu'ils mythomanient, c'est ce qu'ils skynifient. Voilà, donc voilà. Et c'est pour ça que lorsqu'on veut porter plainte à l'ONU par rapport aux crimes de masse que les locodéens font sur les pays qui ne sont pas caucasiens, ils mettent tout de suite le droit international, les lois internationales, qui ne sont qu'en fait que des traités pour la protection, effectivement, des accusations contre leur race. Donc, oui, parce que eux, effectivement, ils sont dans la lignée animale, donc c'est de leur race, ou de leur génétisme. Comprenez, il faut se protéger. C'est pour ça que à La Haye, vous ne verrez pas des locodèrmes type Caucasien Europeanus aller proprement dit en prison ou être jugés avec une force et violence. Ils se protègent et ils se protégeront toujours. Quand on demande aux Noirs de protéger un Noir, de tout faire pour franchement créer cette solidarité, ils vont vous dire non, le Noir est mauvais, le Noir est méchant, les discours de cons, les discours de balles. Le locodème va se protéger, riche, pauvre, connard. On a des histoires des locodèmes lambda. On fait des saloperies en Afrique. Et la Cour internationale a tout fait pour faire en sorte que ces histoires ne vont pas très haut. Et donc ça protège le locodème lambda. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils veulent sur nos terres. Ils sont protégés par les lois, les traités internationaux. Maintenant, il faut la volonté de puissance dont parlait Omotunde. La volonté de puissance. C'est ça qui va faire en sorte que vous contrecarrez le locodème. Il faut que vous ayez la volonté, en fait. Il faut que vous n'ayez plus peur. Bobby Wright disait, look at the matador. Affrontez le matador. Affrontez la bête. Affrontez le mal. Affrontez l'énergie du diable. Affrontez l'instinct de la mort. Affrontez le criminel. Regardez-le. Il faut le regarder. Donc c'est ça qui nous enseigne. Ces mensonges-là, c'est ça qui fait que des gens s'autodétestent, se suicident, etc. Donc c'est ces mensonges-là qu'il faut combattre. Mais il rappelle bien John Henry Clarke que malgré tout, il y a des gens qui résistent. La volonté de puissance vous fait résister au mal. Vous résistez, vous êtes fort. Vous gardez votre position mentale qui est claire. Vous gardez votre solidité mentale. Nos ancêtres étaient solides. C'est vrai que malgré les invasions et les coalitions, ils étaient solides. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des gens solides. Les Noirs qui ont été importés dans les Amériques, ils étaient solides, bien que malheureusement certains ont succombé. Mais les Noirs solides se sont battus. Ils ont même affronté leurs esclavagistes. Vous pouvez vous battre. Vous pouvez être solide. On a eu des résistances sur Kamakachopa. Des Noirs, des Africains, des Kamidous se sont battus sur nos propres terres contre les criminels, les tueurs, les ensanglanteurs. Ils se sont battus malgré tout. Ils sont même allés aider ces gens durant les 2 guerres fratricides de ces peuples-là. Il faut que vous ayez de la force. C'est un peu le message caché que John Henry Clarke met là. Il faut que vous soyez fort. Ne vous laissez pas prendre par les choses des inférieurs. Ne vous laissez pas prendre par les blablatages et la caucasianisance, la caucasiennerie. Cette couleur, c'est ça qui vous rend bizarre. Hein? Les femmes noires, les hommes noirs qui disent la femme, le codème, elle est gentille, etc. Elle est douce. Elle est douce parce que c'est ce que vous voulez voir. C'est ce que vous voulez voir. Vous voulez voir ça. Alors, elle va vous montrer, en fait. Si c'est pour vous voler, hein, elles vont vous le montrer. Ce n'est pas dur. Hein? Ce n'est pas dur. Comme les femmes noires disent, le codème, il ouvre la porte, il est galant, il offre les fleurs. Il faut arrêter ces histoires-là. Il y a des hommes noirs qui font pareil, mais vous ne les aimez pas. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce sont des histoires. Et donc, il dit, throughout the history
which is short in comparison to the history of other peoples, especially the Africans and the Asians. They have been institute record keepers. When it suits their purpose, they have also been institute record changers. As a result, the Europeans have caused us to read the history of the world in their favor. These books have provoked some non-Europeans into taking a new view of world history in order to understand how European people relate to non-Europeans throughout history. The first things we learn is that there was no Europe in ancient times. Geographically area that will later be called Europe was not functioning entity in the world. In world affairs, when early civilization were being developed in the Nile Valley, I prefer to say people that civilization, but as its vocabulary, in the Nile Valley and other river valleys, and in Africa and later in Western Asia, now mistakenly called Middle East, and in mainland Asia, in countries like India, China, later Japan, Nihon. Tout au long de leur histoire, qui est courte par rapport à l'histoire d'autres peuples, parce que je le répète bien que l'histoire du Caucasoïde est très récente, l'âge de bronze, elle est la plus récente. Certains la situent à 3000 ans avant notre ère, certains la situent à 2000 ans, moins 2000, 2500, moins 2200 avant notre ère, d'autres à moins 4000 ans. Donc, bien que dans Pélagias, le Homo Tunde a un peu situé la chose un peu plus récente, à moins 2200 ans environ, moi je vais plutôt sur l'approximatif de moins 4000, moins 3000 ans avant notre ère. Donc, je pense que proprement dit, le leucodème, soit ça fait 5020 ans, 5022 ans qu'il est là, ou 6022 ans qu'il est là. Donc, clairement dit, je suis dans une approximation. Donc, ça fait entre 4000, 5000 ou 6000 ans que le leucodème est approximativement là, sur cette terre. Donc, ce qu'on appelle la peau laiteuse. Peau laiteuse parce que, bon, ça lait laiteux, donc la couleur du lait. Et voilà. Donc, tout au long de l'histoire qui est courte par rapport à l'histoire d'autres peuples, donc il estime, d'après lui, que le peuple, ce qu'on appelle asiatique aujourd'hui, est plus vieux que l'histoire de l'Européen. Il doit quand même faire très attention. Bon, il est déjà mort. Quand il parle de l'asiatique, il parle de l'asiatique en tant que les asiatiques avec la couleur que l'on connaît aujourd'hui, ou il parle des asiatiques anciens, donc des mélanodermes avant l'abattage par les ânes. Donc ça, c'est la question. C'est la question. Si c'est des ânes, les ânes sont aussi récents que les caucasoïdes européanus, dont les caucasoïdes mongoloïs sont aussi récents au même titre que les européanus. Donc, et j'espère qu'ils ne se trompent pas. Et les arabes qu'on connaît aujourd'hui, Qatarites, Conneries, ce sont des métis. Hein? Pas tous, mais une grande partie, puisque c'est eux qui ont effectivement le territoire, du moins c'est eux qui ont le pouvoir territorial, parce qu'ils ont établi l'ordre colorimétrique des Ariens, et etc. On reviendra. Donc, tout au long de leur histoire, qui est courte par rapport à l'histoire d'autres peuples, en particulier les Africains et les Asiatiques, ils ont été des archivistes astucieux qui, quand cela convenait à leur objectif, ils ont également été des changeurs d'archives astucieux. En conséquence, les Européens nous ont amenés à lire l'histoire afin de comprendre comment les Européens se sont liés aux non-Européens, à travers l'histoire. Donc, à travers une histoire forcée, une histoire de viol, et ça crée le contact, ça crée la rencontre qui n'est pas volontaire. Bien que Aimé Césaire, au départ de son livre Le discours sur le colonialisme, il a dit est-ce que le contact était la meilleure? Est-ce qu'il y a eu contact? Est-ce que le contact était la meilleure? Le contact n'était pas la meilleure et le contact ne devait pas se faire. Pour être quand même radicalement pragmatique, c'est vrai. Parce que si c'est ça le contact qui s'est passé en premier, c'est malheureux et ça ne devait pas se faire. Bon, ça devait se faire pour une certaine raison, peut-être pour nous apprendre quelque chose à l'heure actuelle, que beaucoup ne veulent pas comprendre. La première chose que nous avons apprise, c'est qu'il n'y avait pas d'Europe dans l'Antiquité. Du moins, comme je l'ai dit, l'Antiquité que nous connaissons
qui est la période de l'avènement hellénistique, pour John Henrik Clarke, elle n'existait pas. John Henrik Clarke, je rappelle bien, c'est un historien, Il est un panafricain très, très, très engagé. C'est grâce à lui qu'on a eu beaucoup d'ouvrages et c'est lui qui a beaucoup fait des liaisons avec son équipe entre l'Afrique et les Amériques. Donc, il a vraiment voyagé en Afrique pour chercher la graine de la graine. Il avait rencontré Cheikh Diop, etc. C'est lui qui a tout fait pour que les travaux de Diop soient connus aux Amériques et vice-versa. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était dans le game avec Chancellor Williams. Ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait des voyages vice-versa et c'était vraiment très, très, très important. Donc, Omotunde nous a dit que dans Pélasia, qu'effectivement, il faut acheter le livre, que le mot Europe est venu effectivement de cette princesse africaine. Donc nous y reviendrons tôt ou tard. Je me disais que bon, de son vivant, je n'avais pas la légitimité de moins de pouvoir parler de son travail. Et comme j'ai dit, on a quand même le droit de venir sur des points et quand même un peu faire une petite allusion de réflexion et même de correction sur certains dires. Donc lui, à l'Antiquité, l'Europe n'existait pas. Et c'est vrai que les peuples européens, du moins les leucodermes, du moins les caucasoïdes néandertaliens européanus ne se considéraient pas comme Europe, donc européens. Ils s'appelaient Sicile, Rome, Perse, Connerie, Méditerranée, vous connaissez toutes ces régions, Crète, etc. Ils ne s'appelaient pas Européens. Ce n'était pas leur colorimétrie, c'est-à-dire ce n'était pas le fait qu'ils étaient des Caucasiens, donc des Néandertaliens qui les réunissaient. Ce n'était pas ça le lien, puisqu'ils se bagarraient, ils se torturaient, ils se violentaient, ils se criminalisaient. Ce n'était pas donc ça. Donc, ils ne s'appelaient pas Européens. Même si effectivement, on a eu cette reine africaine qui a permis, du moins cette princesse qui a permis de donner le mot Europe. Je vais un peu revenir sur cet aspect un peu plus tard, parce que ça veut dire qu'il faut quand même se questionner sur d'autres, sur des éléments en fait. À quel moment, peut-être que quand il y avait encore les Noirs d'Europe, ils s'appelaient Europe. Et quand les leucodermes sont venus, ils ne s'appelaient plus Europe. Donc, à un moment, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que c'est quand ils étaient les Noirs qui vivaient, les premiers habitants des terres de l'Asie de l'Ouest, qui s'appelaient comme ça, ou c'est après le chamboulement que, effectivement, bon, les leucodermes sont venus, sont partis en famille Wisigoth, Goths, etc. Et après, ils se sont dit, ouais, il y avait cette fille-là, elle s'appelait Europe, il s'appelait Europe, avant on reprend, après on s'appelle Europe, non? Peut-être. Ça a complété avec le travail de Carlo Motunde. Donc, la zone géographique qui s'appellera plus tard l'Europe n'était pas une entité fonctionnelle dans la vallée du Nil et d'autres vallées fluviales en Afrique et plus tard en Asie occidentale, maintenant appelée à tort le Moyen-Orient. Du moins, pour lui, l'Asie occidentale, c'est le Moyen-Orient. Et vous savez que la partie qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Proche-Orient. Donc, ça, c'est un abus de langage, effectivement. L'Asie de l'Ouest, quand on voit véritablement sur la carte, l'Asie de l'Ouest, c'est l'Europe. C'est la partie occidentale, c'est la partie du soleil couchant, et la partie orientale, c'est la partie du soleil levant. Donc, il fallait que John Henrik Clarke s'appuie beaucoup et comprenne mieux la géographie, parce que qu'est-ce qui sépare l'Europe? Il n'y a rien. Donc, il n'y a rien qui sépare clairement dit l'Europe de l'Asie, dans ce qu'ils appellent vulgairement l'Eurasie, hein, à part les religions, à part les différences phénotypiques. Hein, les religions et les différences phénotypiques qui ont séparé l'Asie. Mais en fait, il s'agit de la même terre, avec la même typologie génétique, comme je vous le dis souvent. Bon, et après, il dit, et en Asie orientale, et en Asie continentale, des pays comme l'Inde, la Chine, plus tard, le Japon, l'Iran. Donc la Chine, avant qu'il ne s'appelait pas la Chine, c'était les terres du milieu. C'est plus tard qu'ils se sont appelés la Chine, après avoir tué effectivement tous les Noirs de l'Asie, voilà. When we look at the chronology of world history, we discover that the first real show of European literary intelligence surfaced around
1250 before Aria, depending on your source. With the publication of 2 books of folklore, the Odyssey and the Iliad, credited to an author named Homer, who we have little information about. In the book, A History of the Modern World by A.R. Palmer and Joel Cotton, they tell us that quand on regarde la chronologie de l'histoire du monde, on découvre que le premier véritable, du moins spectacle de l'intelligence littéraire européen avait fait surface vers environ 2050 avant notre ère, selon votre source. Donc ça dépend des sources. Donc il dit la première forme d'intelligence, la capacité de raisonner du leucoderme. Donc le leucoderme est environ né il y a 3000 et peut-être moins 2200 ans, peut-être moins 4000 ans environ, avant notre ère. Et donc sa capacité intellectuelle, d'après les recherches de John Henry Clarke, s'est effectuée à moins 1250 avant notre ère. Donc ils ont fait un aussi long chemin pour commencer à avoir une capacité réflexionnaire. C'est étrange. C'est étrange, pourquoi? Parce que pour quand même... Bon, c'est vrai, ils avaient déjà volé les armements et tout, mais pour quand même tuer, voler, criminaliser, il faut quand même avoir une certaine intelligence, non? Bon, il a dit intelligence littéraire, donc je pense qu'il parle de la capacité à écrire. Peut-être qu'ils avaient une intelligence du crime, mais pas encore l'intelligence littéraire. Oui, c'est peut-être ça qu'il veut dire. Donc du coup, ils avaient plus d'abord l'intelligence du crime, mais après, ils se sont vus avoir une intelligence littéraire, effectivement, après avoir côtoyé et exterminé le noir. Donc ils se sont appropriés effectivement toutes les sciences et la littérature, et donc certains qui avaient un peu approché du mélanoderme pour apprendre à lire, se sont dit, bah, d'accord, on va un peu essayer aussi de se lancer dans la course littéraire. Donc on va dire, d'après les écritures de John Henry Clarke, c'est environ moins 1250 avant notre ère que la compétition de l'écriture et dont des mensonges ont commencé en fait. Parce qu'il fallait apprendre les lettres, l'alphabet, pour commencer à créer les mythes. Donc les mythes ont commencé à cette période environ. Je dis environ parce qu'il dit que ça dépend des sources de chacune. Peut-être que dans les sources d'autres, c'est à 2000. Peut-être que dans les sources d'autres, c'est un peu plus à moins 600. Donc, peut-être c'est un peu plus récent encore. Peut-être c'est un peu moins. Donc, on peut dire dans les environs 2000 que la compétition de l'imaginaire et des fables et de la théorie mensongère avait commencé. Et donc, la théorie de la fable juifienne a commencé environ peut-être un peu plus tard que ça. Donc, parce que c'est la période de l'écriture leucodermique, c'est à cette période-là que le mensonge des récits a commencé. C'est à cette période-là. Et tout coïncide dans le mensonge écritorial. J'invente des vocabulaires, je ne suis pas française. Donc, avec la publication des 2 livres de folklore, Odyssée et l'Iliade, parce que il faut comprendre que il y a l'Odyssée et l'Iliade de Homère qui ont effectivement relaté certains faits, parce que certains ont pris cette histoire que je vous ai dit sur l'histoire de l'Égypte, etc., et des Éthiopiens, c'était de l'Odyssée aussi de Homère. Je relis la phrase. Avec la publication des 2 livres de folklore de l'Odyssée et l'Iliade crédités à un auteur nommé Homère, l'histoire moderne du monde, écrit par R.R. Palmer et Joel Cotton, ils disaient ceci. Et nous allons nous arrêter ici. Et nous allons revenir une prochaine fois. Europeans were by no means the pioneer of human civilization. I prefer to say of the creation of the creator. I repeat. Europeans were by no means the pioneer of human civilization. Half of man's records history have passed before anyone in Europe could read or write. The priests of Egypt began to keep written records between 4000 and 3000 before Aria. But more than 2000 years later, the poems of Homer
were still being circulated in the Greek city-states. By word of mouth, shortly after 2000, before while the pharaoh, I prefer to say Kemet kings, were building the first pyramids, Europeans were creating nothing more than distinguished and huge garbage heaps. Ironically, like the pyramids, they still enjoy and are known to archaeologists as, between parentheses, kitchen middens. As the terms went, Babylonian King Hammurabi, about 2000 before our era, caused the laws of a complex society to be kept on stone. The most advanced Europeans were people like the Swiss lake dwellers. Simple agriculturists will live in shelters built over the water to protect themselves from beasts and men, so the modern cannibalists. In the world until after 2000 BC, Europeans was in Neolithic on New Stone Age. This was in truth a great age in man history, the age in which men learned to make and use shafts, tools, weave clothes, building living quarters, domesticate animals, plant seeds, harvest crops, then sense the cycles of the months and years. But the Near East, Egypt, the Euphrates and Tigris Valley, the island of Crete, and the shores of the Aegean Sea, which belong more to Asia than Europe, had reached and passed the Neolithic 2000 years before Europe. Je traduis et on va s'arrêter là. Pour la correction, on va faire plus tard parce qu'il a dit plein de trucs qu'il faut corriger effectivement. Ce n'est pas John Henry Clarke, c'est-à-dire c'est tiré effectivement du livre que je vous ai dit, l'histoire moderne, écrit par un locodème R.R. Palmer et Joel Colton. Donc effectivement, ils ont répété ça sûrement encore des textes, vous comprenez. Donc on va juste lire et on va effectivement corriger ça prochainement, effectivement. C'est parce qu'il y a déjà trop d'informations, il faut qu'on s'arrête là. Il ne faut pas que la séance dure trop longtemps, en fait, parce que chacun a une vie et il faut bien respecter la vie de chacun. Les Européens n'étaient en aucun cas les pionniers de la création de la Terre, du moins de la création de l'être vivant terrien. La moitié de l'histoire enregistrée de l'homme s'est écoulée avant que quiconque en Europe sache lire ou écrire, du moins au Caucasoïde. Les prêtres égyptiens, dont à l'époque hellénistique, ont commencé à conserver les traces écrites entre 4000 et 3000 ans avant notre ère, dont ces Manéthons et ces autres coptes. Mais plus de 2000 ans plus tard, les poèmes d'Homère circulaient encore dans les cités-États grecques, par le bouche à oreille. Peu après 3000 ans avant notre ère, alors que les rois de Kémet construisaient les premières pyramides, même si c'est encore plus ancien, les Européens ne créaient rien, du moins les Néandertaliens, après le massacre. Rien de plus distingué que d'énormes tas d'ordures. Nous reviendrons avec certains empereurs, dont je vais vous expliquer l'état de l'hygiène, effectivement, de cette période. Ironiquement, comme les pyramides, elles perdurent encore et sont connues les archéologues comme des tertres de cuisine, entre guillemets. À l'époque où le roi babylonien Hammurabi, dans les environs de 2000 ans avant notre ère, fit graver dans la pierre les lois d'une société complexe, les Européens les plus avancés, dont les Néandertaliens caucasoïdes, étaient des gens comme les habitants des lacs suisses actuels, des simples agriculteurs qui vivaient dans les abris construits sur l'eau pour se protéger des bêtes et de leurs frères caucasoïdes qui étaient des cannibales. En un mot, jusqu'à près de 2000 ans avant notre ère, l'Europe, après la mort des Noirs, du moins après le premier génocide noir, était au néolithique ou au nouvel âge de la pierre. Ce fut en vérité une grande époque dans l'histoire de la création. L'âge où les hommes ont appris à fabriquer et à utiliser des outils tranchants, à tisser des tissus, à construire des quartiers d'habitation, à domestiquer des animaux, à planter des graines, à récolter des récoltes et à ressentir les cycles de retour des mois, des années. Mais le Proche-Orient,
l'Égypte, de la vallée de l'Euphrate et du Tigre, l'île de Crète et les rives de la mer Égée, qui appartenaient plus à ce qu'il appelle l'Asie orientale qu'à l'actuelle Europe, dont l'Asie occidentale, avait atteint et dépassé le néolithique 2000 ans avant l'Europe. Donc on va s'arrêter là. Je vous remercie mes très chers frères, mes très chères sœurs d'avoir suivi cette podcast channel. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la podcast. Je vous remercie. On se retrouvera donc bientôt effectivement. Donc n'hésitez pas à acheter ce livre, à vous documenter après. Effectivement, il y a beaucoup d'erreurs à corriger, mais on le fera prochainement. Je vous remercie encore. N'hésitez donc pas encore, je répète, à liker, à partager. Et merci pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie. Bibala à vous tous.